9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec un sujet qui occupe la une ce matin. Comment remettre la santé en état de marche? Vous avez peut-être entendu le patron des mutuelles qui est invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Il disait qu'il y a des remboursements abusifs, il y a beaucoup de pistes pour faire des économies, bien sûr. Il y a aussi cette plainte de soignants. Ça, c'est quand même une grande première. La plainte de familles de 19 soignants qui se sont suicidés à cause de rythmes assez délirants dans les hôpitaux. Donc plainte qui vise des ministres en exercice, Catherine Vautrin, Elisabeth Borne et le ministre de la Santé. Bref, beaucoup de sujets autour. Évidemment, je ne vous parle pas des problèmes que l'on a en permanence pour essayer d'avoir un médecin généraliste, avoir un spécialiste également. Nous sommes avec Aurélie Gros. Bonjour Aurélie Gros. Bonjour Patrick Roger. Je rappelle qu'on vous entend tous les lundis soirs dans l'émission Les Vraies Voix citoyennes. Alors justement, avec des citoyens, vous êtes allé sur le terrain pour récolter des avis, des propositions, des solutions très concrètes, et vous avez vu aussi des soignants pour proposer cela, proposer une grande loi d'orientation et de programmation en santé, c'est ça. Et vous allez voir les politiques en ce moment. Tout à fait, avec le collectif Santé en danger, sa présidente Monique Chevalier et bien entendu son porte-parole Arnaud Chiche. Nous avons depuis 1 an et demi travaillé autour de 2 rapports, notamment les hussards de la santé, mais également le vrai Ségur de la santé qui a été porté par ce collectif qui est interprofessionnel, et nous avons concerté avec un grand nombre d'associations, de syndicats qu'on a mis autour, est un contexte politicien. Ouais. On n'a pas un gouvernement qui tient depuis, on a changé combien de fois de ministre de santé, donc c'est impossible, et ils n'arrivent pas en tout cas à l'Assemblée nationale à faire consensus autour de cette première préoccupation des Français qui est la santé et qui est dans un état catastrophique où notre système s'effondre. Oui, et notre système. Donc alors vous allez faire vous faites des propositions à travers Alors on fait 96 même articles de loi. La loi en elle-même fait 150 pages et reprend un petit peu tous les champs, parce qu'on estime que si on veut parler santé, on peut pas aller à la mesurette. Il y a des mesures qui sont plutôt bien, quand on parle de la mesure sur les ratios patients-soignants. C'était une mesure d'ailleurs qui était portée par le collectif Santé en danger, qui était portée par le sommet citoyen. C'était une des résolutions. Mais ça reste des mesures dans des secteurs précis. Or, aujourd'hui, la vraie question, c'est quel système de santé on veut pour demain. Oui, c'est vrai. Alors est-ce qu'il y a 2-3, on va en débattre bien sûr et jusqu'à 10h dans la vérité en face, mais 2-3 pistes fortes justement. Oui, alors pas la première parce qu'il y a 95 articles, mais par exemple un guichet unique pour le parcours de soins patient ville-hôpital. Aujourd'hui, vous voyez bien déjà c'est difficile d'avoir un médecin généraliste, mais au-delà de ça, il n'y a pas de guichet unique avec un suivi du patient. Et c'est-à-dire sur notre dossier, que notre dossier nous suive. Notre dossier nous suive et que les rendez-vous soient presque pris automatiquement. Pourquoi il n'y a pas ce lien ville-hôpital? Aujourd'hui, le patient il trouve un médecin généraliste. Imaginons, il y arrive. Le médecin généraliste lui prescrit une radio. Il repart avec son ordonnance. Et après, avec son ordonnance, il fait quoi? Il cherche sur Doctolib. Et ça peut prendre 1 mois, 2 mois. S'il n'y arrive pas, il rappelle son médecin généraliste. Donc son médecin généraliste appelle l'hôpital parce qu'il a du réseau, parce qu'il connaît un médecin pour trouver un rendez-vous. Aujourd'hui, avec ce guichet unique, ça permettrait d'avoir un suivi du patient et ça permettrait d'organiser les rendez-vous pour que le patient ne se retrouve pas seul dans la nature. Et il y a même système informatique aussi pour que les dossiers soient consultables facilement. Exactement. Parce que je crois que c'est un véritable problème. Ça existe. Il n'y a pas de plateforme. Voilà, il existe. Il y a par exemple une plateforme qui avait été montée qui s'appelle Espace Vie, où justement tout le parcours de soins, les médecins sont appelés justement pour le suivi, les infirmières sont presque automatiquement mandatées pour aller vers le patient qui a besoin d'un maintien à domicile. Ça existe, mais on n'arrive pas à le développer au niveau national. Oui, c'est ça. Alors, je le disais, vous pouvez témoigner, 0826 300 300. Nous avons avec nous ce matin le docteur Louis-Do Vanegro. Bonjour. Bonjour, bonjour Patrick, bonjour madame. Bonjour. Qui est médecin retraité, mais qui travaille encore. Vous, qu'est-ce que vous constatez? Parce que vous avez une bonne expérience derrière vous, et en plus encore, vous êtes sur le terrain.
Alors moi, ce que je dirais, c'est, comme ça vient d'être dit par votre invité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de santé en France. Ça fait des années, des dizaines d'années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'au niveau des politiques et des décideurs, il y ait un changement de paradigme. La santé devrait être vue comme un investissement et non comme un centre de coût. Or, à l'heure actuelle, c'est vu comme un centre de coût. Or, comme ça a été très bien dit, la santé, c'est le premier bien des Français. Et ben, on n'a vraiment pas l'impression quand on voit ça. Je reprends aujourd'hui le ministre de la Santé, il n'est même plus ministre de plein exercice, il dépend de Catherine Vautrin. Donc, c'est pour vous montrer le niveau de confiance qu'ont les politiques par rapport à la santé. Au dernier gouvernement de Madame Borne, parce que ça m'avait frappé, sur 16 ministres, le ministre de la Santé était 13e. Comment voulez-vous qu'il y ait une prise de confiance au niveau de la santé, au niveau de nos politiques? Et puis, j'en terminerai juste par 2 exemples. Mais ça, tout le monde les connaît. Un acte de kiné, de kinésithérapie, 16,41 €. 16,41 €. D'accord? Ce sont des honoraires. Moi-même, je suis en cumul emploi-retraite. Donc, je suis gynécologue et à la fois, j'assure des régulations à la permanence des soins pour dépanner. Eh bien, l'année dernière, on me dit, vous paierez pas la CARMF. Cette année, on me dit, vous paierez la CARMF. Et puis demain, ceci, et puis demain, cela. Donc, il n'y a aucune ligne de conduite. Et comme ça a déjà été dit, on a consommé des ministres. On en consomme. Mais encore une fois, il n'y a aucune stratégie. Et puis, je pense aussi quand même qu'il faut aussi responsabiliser un tout petit peu les patients sur le fait que c'est un bien commun. Ça, ne l'oublions pas. Chaque Français devrait savoir que l'ambulance, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas un coût. 6 milliards. Le transport médical, c'est 6 milliards. Ça a explosé. Voilà. Donc, c'est un vaste chantier. Moi, j'essaye, à mon petit niveau de local, d'essayer de faire bouger des choses, mais je vais me rapprocher du collectif idéal citoyen. Qui a été évoqué. Idéal citoyen. Merci à vous d'avoir témoigné. On va poursuivre dans un instant avec vous, Aurélie Gros, parce que c'est vrai, il y a énormément de choses à faire. Il y a des solutions. Par exemple, à Marseille, l'hôpital de Marseille, on envoie les factures. Alors, je crois que c'est pas systématique, mais on envoie beaucoup de factures aux patients pour leur dire voilà ce que ça a coûté quand vous êtes venu, pour avoir conscience en fait, parce que évidemment la santé ça a un coût, il faut, nous sommes une grande société, prendre en charge tout ça, mais comme les transports, quand je disais transport médical, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix, Patrick Roger, comme le dirait notre ami Stéphane Pelé. C'est vrai, ça n'a pas de prix, mais il faut quand même calculer les choses, sinon un jour, et d'ailleurs il y a des endroits où on met la clé sous la porte, quoi. Allez, la vérité en face sur comment remettre la santé en état de marche jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, comment remettre la santé en état de marche? Est-ce que c'est possible? Je dis en état de marche parce que on voit qu'il y a des dysfonctionnements un peu partout. Aurélie Gros, vous êtes avec nous parce que vous avez présenté un projet de loi d'orientation de programmation en santé. C'est une proposition à partir du terrain avec les associations Santé en danger et Idéal citoyen. Pour essayer de regrouper et de faire avancer en fait les choses, parce que comme le disait notre médecin retraité au téléphone, chacun fait des petites choses et finalement il y a pas de logique, quoi. Il y a pas de cap. Pas assez de logique. Il y a pas de cap en fin de compte. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Quel système de santé nous souhaitons? Est-ce qu'on veut un système de santé à l'américaine où en fin de compte, si vous avez de l'argent à une mutuelle, vous pouvez vous faire soigner, ou un système à 2 vitesses, ou est-ce qu'on veut rester sur ce système relativement unique? Comment on trouve des sources de financement? À coup de mesurettes, en fin de compte, on n'arrange pas du tout le système de santé, on l'enterre. Et là, le principe, c'était de réunir justement toutes ces professions, tous ces syndicats, tous ces collectifs et associations, et de dire, nous, pendant 9 heures, on va débattre sur tout ce que vous proposez, et on va faire des choix stratégiques. Alors, c'est pas une loi, on se prend pas pour des députés, mais par contre, c'est une base de travail où même des personnes de la ville, de l'hôpital, qui ne pouvaient pas être d'accord, ou du moins qui n'avaient pas les mêmes objectifs, vont se mettre d'accord sur les infirmières libérales, sur les infirmières de pratique avancée, sur les aidants, sur la santé environnementale, sur la médecine de ville. Voilà, comment on
on fait en fin de compte pour articuler tout ça et quelle est l'expertise sur le terrain de tous ces professionnels qui au quotidien s'occupent de leurs patients. Je veux dire, ces gens-là... Aurélie Gros, vous disiez, la santé n'a pas de prix. Sauf que tout a un prix tout de même aujourd'hui, quoi. Et donc, je parlais des transports qui coûtent 6 milliards. Est-ce qu'ils sont toujours utiles? Des lunettes, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des lunettes remboursées tous les 2 ans, même si votre vue n'a pas changé. Alors il y a les mutuelles qui sont là. Le reste à charge est le plus bas en Europe. Oui, tout à fait. Mais on est le pays le plus redistributeur. Mais un jour, les mutuelles, elles vont devenir inaccessibles. Ce sera trop cher. Déjà c'est le cas. Certains ne peuvent plus se les payer. D'ailleurs, je vous invite à témoigner au 0826 300 300. Donc comment faire, quoi? Non, mais on parlait de la prise de conscience. Il y a des économies sans doute à faire aussi. On parlait de la prise de conscience des patients. Ça, c'est essentiel. C'est ce que disait le médecin que vous avez interviewé tout à l'heure. C'est vrai que vous avez parlé de l'initiative de l'hôpital public de Marseille avec cette fiche qui récapitule en fin de compte tout ce que vous avez coûté en termes de soins et le reste à charge. Ça fait partie d'une prise de conscience et qui pourrait être nationalisée parce qu'à un moment donné, il faut que le patient soit les citoyens eux-mêmes. Mais bien sûr, mais on parle de ça sur le consentement à l'impôt et sur le fait que si aujourd'hui, dans une fiche d'impôt, on expliquait ce que chaque citoyen avait coûté, ça pourrait être aussi une bonne manière de redonner du sens au paiement de l'impôt. Donc aujourd'hui, il y a ça, mais après, il y a pour avoir une efficacité de l'offre de soins, on pourrait très bien régionaliser à la méthode des lycées. Aujourd'hui, les bâtiments, la gouvernance pour faire des économies, bien sûr, avec les régions. C'est ça. Que les régions s'occupent des personnels techniques, des hôpitaux et des bâtiments. Et là, il y aurait des sources d'économie parce qu'un hôpital qui vient d'être construit et un hôpital qui se trouve, en province, qui est un peu ancien, il n'y a pas les mêmes investissements. Et la région étant au plus proche des territoires, ça permettrait peut-être d'avoir des sources d'économie plus importantes. Alors peut-être parce que souvent on doublonne en fait les échelons, voire on les triple, quoi. Et ça coûte aussi très cher. Mais on doublonne. Attendez, il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Je ne parle pas sur la santé, mais d'une façon générale. Sur la santé, on doublonne pas beaucoup. On ne va pas dire que les moyens sont... il y a quand même une inégalité selon les hôpitaux en termes de matériel. Aujourd'hui, vous avez des collectivités territoriales qui vont acheter du matériel pour les hôpitaux, alors que c'est une compétence de l'État. Donc là, c'est un doublon réel, parce qu'en fin de compte, vous avez les collectivités territoriales, les villes, qui montent des maisons médicales et qui essayent de sortir leurs citoyens du marasme dans lequel ils se trouvent. Mais ça veut dire que le citoyen, il paye 2 fois. C'est pas une compétence des collectivités territoriales. Mais on n'a pas le choix. C'est le vrai service public. C'est vrai qu'il y a des communautés de communes ou des communes qui salarient des médecins parce qu'ils n'en trouvent plus des médecins généralistes, quoi. Tout à fait, mais avec une stratégie de rendement. Et on a vu quelques articles avec des médecins licenciés parce qu'ils n'avaient pas assez de rendement. Ça coûte excessivement cher. Ça, c'était en Dordogne, dans un village de Dordogne. C'est vrai, il y a une généraliste qui a été licenciée économique parce qu'elle n'avait pas assez de rendement. Parce qu'il faut apparemment avoir du rendement dans la médecine. Or, un patient attend d'être... Un médecin généraliste, c'est la première étape. C'est un lien avec la famille. Il est à la fois assistante sociale, il va repérer les violences intrafamiliales, il va peut-être repérer une maladie beaucoup plus grave. Et des fois, c'est des consultations qui durent une demi-heure. Donc, avoir du rendement, un patient par demi-heure, sur 35 heures, ça devient compliqué. Après, évidemment, il faut connaître les détails de l'histoire. Aussi, il y avait peut-être un conflit. Bien sûr, mais moi, pour avoir reçu un médecin récemment, pas plus tard qu'hier, elle me disait, on m'a proposé un poste donc salarié dans une maison médicale, mais on m'imposait de faire un patient toutes les 10 minutes. Elle me dit, moi... Un patient toutes les 10 minutes. Un patient toutes les 10 minutes. Alors, selon les pathologies, un patient toutes les 10 minutes, ça veut dire que... rhume, ça va. Un rhume, ça va. Un certificat médical pour le sport, ça va. Mais à un moment donné, vous pouvez pas demander du rendement à un médecin. On parle de santé, on parle pas de vente de sandwich au jambon fromage. Oui, c'est vrai. Aurélie Gros, sur l'idée qui a été évoquée là, par Guillaume Garot, il y a une proposition de loi récemment d'obliger des jeunes médecins à aller s'installer dans certains endroits où il y a moins de médecins. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, qu'est-ce qui ressort de moi, je suis totalement contre ce qui ressort d'Idéal Citoyen et de ce grand projet
projet de loi, c'est que nous, on milite plus pour instaurer une 4e année d'internat pour les jeunes étudiants qui iraient s'installer dans les territoires, mais en médecine de ville et non pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, systématiquement, ils vont à l'hôpital. On fait bien ça avec les lycéens en stage de seconde, ils vont dans des entreprises, là, ils iraient en médecine de ville pour découvrir, parce que je pense qu'il y a une vraie barrière aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller s'installer en libéral, on a peur de la suradministration, et ça leur permettrait d'être aux côtés des médecins et de découvrir beaucoup mieux cette profession. Oui, c'est vrai. Et après, je dirais qu'il y a un vrai problème, un autre problème qui est criant, c'est Parcoursup. Parcoursup, qui aujourd'hui dans un lycée, je ne citerai pas le lycée de banlieue, sur l'ensemble des élèves qui se sont inscrits à Parcoursup en médecine, aucun n'a été retenu. Ils ont été obligés d'aller à la Cato à Lille, donc dans une école privée, ou ils partent à l'étranger. Donc ça montre qu'il y a une barrière avec Parcoursup qui, à mon sens, il faut faire sauter. Mais qui a mais là, changé. Le numerus clausus, mais par contre, si vous rajoutez une autre barrière qui s'appelle Parcoursup, c'est une crise de la vocation, parce que toutes ces personnes qui ont envie de s'engager, ils peuvent pas arriver, on les envoie en infirmière, on les envoie ailleurs, on leur dit il y a une 3e voie. Moi je pense qu'on a compliqué le système alors même que le système est déjà en chute libre. Donc je pense qu'il y a ce travail-là également à faire. Il faudrait donner sa chance à plus de personnes. Il faudrait donner sa chance à plus de personnes, il faudrait ouvrir un peu les quotas, parce qu'il y a des... On oublie que c'est une profession passion, la médecine. C'est vrai. Donc il faut aussi regarder ça d'un autre œil et essayer d'ouvrir. Dans la situation dans laquelle on est, il n'y a pas une ville qui ne recherche pas un médecin. Ah non, mais ça c'est vrai. Dans un instant, tiens, on va appeler justement un médecin généraliste, un représentant d'un syndicat de médecins généralistes, pour nous dire ce qu'il en pense et quelles sont ses solutions, et si la solution que vous proposez avec Idéal Citoyen, c'est-à-dire l'installation, recrutement de médecins en 4e année, internat dans une ville différente en libéral. Pas forcément à l'hôpital. Tiens, oui, c'est une idée. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, et j'appelle un médecin généraliste dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h, comme chaque matin sur Sud Radio, avec ce sujet, comment remettre la santé en état de marche, parce qu'il y a des dysfonctionnements dans beaucoup d'endroits. C'est ce qu'on a égrené avec vous, Aurélie Gros. Vous êtes maire d'une commune dans l'Essonne, et puis surtout coprésidente du forum G500 citoyen, avec Idéal Citoyen et Santé en danger. Vous avez évoqué des pistes tout à l'heure sur un guichet unique, c'est-à-dire que tous les dossiers soient réunis en même temps pour éviter en fait les doublons. Peut-être que les régions pourraient s'occuper un peu des personnels dans les hôpitaux, etc., comme à l'exemple des lycées, ou alors aussi en 4e année pour les jeunes médecins qui sont en internat, de faire dans une ville différente, c'est ça, et en libéral, pas forcément à l'hôpital. Alors qu'en pense un représentant d'un syndicat de médecins généralistes? C'est le docteur Guillaume Dewere qui est avec nous. Bonjour, Dewere, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger, un docteur Dewere Guillaume, donc secrétaire général de l'Union française pour la médecine libre au syndicat, l'UFMLS. Voilà. Très bonjour Madame Gros, nous avons eu l'occasion nous sommes rencontrés antérieurement. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, et que le principal, c'est de discuter, mais surtout qu'on doit avoir un système de santé qui donne les moyens de ses ambitions et qui de nouveau respecte ses soignants. C'est-à-dire que la politique des coups de bâton que l'on voit actuellement est une politique de l'échec. Aujourd'hui, le constat est évident, 87% de la France en zone sous-dotée, mais pour autant, 98% des Français sont à moins de 10 minutes en voiture d'un médecin traitant. C'est-à-dire que finalement, nous sommes très très bien répartis sur le territoire. Ce qui manque, c'est le nombre de médecins installés sur le territoire. C'est vraiment la pénurie. Et en aucun cas, la coercition à l'installation ne résoudra finalement cette pénurie, qui est un manque aujourd'hui de médecins installés en exercice, qui repose principalement sur les erreurs politiques passées,
notamment le numerus clausus qui a été cassé en deux pendant 20 ans, de 1984 à 2004. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut pour finalement renforcer le système de soins français ? Il y a tout d'abord un virage ambulatoire à prendre en compte. 40 000 lits ont été fermés en 10 ans. Les patients, on le sait, sont de plus en plus âgés, de plus en plus polypathologiques. Le coût des affections longue durée est d'environ 110 milliards d'euros par an et représente aujourd'hui plus de 60% du budget de l'assurance maladie. Donc il faut surtout renforcer les professionnels de premier recours, que sont les médecins libéraux, les médecins généralistes, mais également les professionnels paramédicaux qui sont au chevet des patients. Je pense notamment aux infirmiers libéraux. Pourquoi ? Pour prendre en charge ces patients, pour assurer la prévention, également lutter contre les complications. Oui. Si on veut qu'il y ait de l'attractivité pour les médecins, il faut tout à fait logiquement les revaloriser. On sait aujourd'hui que le médecin généraliste est rémunéré 30 €. 30 €, c'est un simple rattrapage à l'inflation. Oui. Nous, ce que l'on voulait, c'est avant tout un choc d'attractivité. Un choc d'attractivité, pourquoi ? Pour pouvoir investir au sein de nos cabinets, pour pouvoir employer, pourquoi pas, les assistants ou les assistantes médicales, pour pouvoir travailler plus et travailler surtout mieux. Et qui plus est, ces 30 € pour la CNAM reposent sur un programme de pertinence et des objectifs collectifs de déprescription. C'est-à-dire que finalement, la Convention nous contraint à prescrire moins d'arrêts de travail, moins de soins infirmiers, moins de kinés, moins de bons de transport, moins même de compléments nutritionnels oraux. Et c'est totalement en contradiction avec ce virage ambulatoire qui se concerne toujours de plus en plus de patients en ville, de plus en plus compliqué, mais également en contradiction avec notre déontologie qui nous oblige à une obligation de moyens. Docteur de Wévre, alors, vous voulez dire, pour des personnes qui sont plus âgées, qui sont en difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait mieux les orienter pour qu'elles restent finalement avec leur médecin généraliste, comme vous l'avez dit, des gens du premier soin, des infirmières, peut-être des aides-soignants, plutôt que de les envoyer vers les hôpitaux. C'est ça alors, non ? Alors c'est parfaitement juste et je partage ce constat avec le ministre, le docteur Yannick Neuder, qui est qu'il faut notamment revaloriser les visites à domicile. Pourquoi revaloriser les visites à domicile ? Aujourd'hui, une visite à domicile chez pour un médecin généraliste, c'est 40 €. 40 € pour une demi-heure au chevet d'un patient. Très clairement, je vous le dis, et je vous le dis en toute sincérité, considérant les frais de fonctionnement à la charge de nos cabinets, c'est presque du bénévolat. Si on les majorait à hauteur de 70 € par exemple... Oui, parce qu'on précise bien, parce que vous allez passer, grosso modo, alors ça dépend évidemment des déplacements, mais une demi-heure chez lui, mais en même temps, peut-être 1h30 au total, quoi. Alors après, effectivement, il y a le temps de trajet qui est très territoire dépendant. Ouais. Si on revalorise les visites à domicile, si on leur donnerait réellement une place dans la prise en charge des patients, ce sera d'autant plus intéressant pour les médecins et pour les patients qui auront une prise en charge de qualité retrouvée, mais surtout également pour les finances publiques. Pourquoi ? On sait que lorsqu'un médecin généraliste va chez un patient, en 9 cas sur 10, ce patient restera à domicile. Or, si le médecin généraliste ne peut pas se déplacer, et si la régulation décide d'envoyer une ambulance et de l'envoyer aux urgences, le coût total sera environ de 200 à 300 €. C'est dire. Non, bien sûr, c'est ce qu'on évoquait sur le transport médical d'une façon générale, qui coûte aujourd'hui 6 milliards, quoi. Tout à fait, le transport coûte 6 milliards. 6 milliards, alors il faudrait réajuster, être capable de contrôler, de maîtriser un petit peu tout ça. Merci d'être intervenu. Aurélie Gros, en conclusion, donc, avec ce que vous êtes allé récolter sur le terrain, il y a énormément de choses à faire. Est-ce que on est attentif à ça au plus haut niveau, ou alors est-ce que finalement on se dit les trains passent et puis on verra la suite, quoi. On espère bien qu'ils sont attentifs. On a été reçus par le cabinet du ministre Neuder, le ministre de la Santé. Nous sommes reçus par le cabinet du ministre Vautrin. D'ailleurs, docteur Neuder nous a dit qu'il allait nous recevoir l'ensemble des personnes qui ont élaboré ce projet de loi d'orientation et de programmation santé. On va être reçus par l'ARS, par la PHP, par alors, souvent on dit qu'il y a beaucoup trop, justement, aussi d'organismes, quoi. Il y a beaucoup trop d'organismes. Il y a une dilution de l'information et des décisions. Et trop centralisé. En fin de compte, quand on parlait de la région et de la gestion des hôpitaux, on en parle aussi sur les ARS. Pourquoi les ARS ne dépendent pas des régions, au plus proche des territoires, d'élus qui sont au quotidien et qui connaissent les problématiques de leur territoire. Et on parlait tout à l'heure des visites à domicile qui ne sont pas valorisées, c'est ce que disait le docteur. C'est qu'à un
un moment donné, quand on regarde une infirmière à domicile, et c'est d'ailleurs ce que porte le collectif des infirmières en colère, qui est payée 2,65 € pour une visite qui doit durer soi-disant 10 minutes, mais une infirmière à domicile, elle reste pas 10 minutes avec son patient. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Donc, à un moment donné, si on parle maintien à domicile, si on parle, il faut revaloriser cette médecine de ville. Ça, c'est essentiel. Il faut recréer du lien entre la ville et l'hôpital, et il faut surtout que les politiques comprennent une chose, c'est qu'il y a un moment, il y a des choses qui sont des combats politiques. La santé n'est pas un combat politicien. Ouais. La santé doit faire consensus si on ne veut pas abîmer notre cohésion sociale et nationale. Donc c'est une urgence absolue qui doit être la priorité de nos gouvernements. Oui, parce que les urgences, parfois, qui sont fermées. Hein, des urgences fermées, des hôpitaux de proximité qui ferment. On parlait de Versailles avec oui, c'est vrai. Par exemple, il n'y a plus de cliniques. Versailles, c'est connu pour être une ville où il y a beaucoup d'enfants. Le taux de natalité est important. Eh bien, il n'y aura plus de maternité. Et après, il y a une dernière chose, le logement de nos professionnels de santé. Ça, le logement, c'est-à-dire réservé. Il est possible dans les collectivités de construire, par exemple, des logements sociaux qui sont réservés à des professions. Donc, essayer de leur trouver. On a vu pendant le Covid des infirmières qui faisaient 45 minutes, 50 minutes de route. Et donc, voilà, c'est transversal, la santé. Donc, il faut que tout le monde s'y mette et se remonte les manches, en tout cas, pour sauver ce superbe système. Voilà, c'est intéressant. Tout ça, c'est Idéal Citoyen, l'association, l'ONG que vous portez chaque lundi soir aussi dans les Vraies Voix Citoyennes avec Philippe David et Stéphane Pellet. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. Les débats vont continuer. Et d'abord, un coup de projecteur sur la collection Crimes contre l'humanité qui abordait les affaires Klaus Barbie, Maurice Papon et Paul Touvier.